Mes chers camarades, bien le bonsoir. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai fait un épisode avec Retro News. Alors c'était pas vraiment un partenariat, puisque Retro News m'a dit, bah tiens Ben, si ça te tente d'aller fouiller un petit peu dans nos archives, eh bien fonce donc. Pour ceux qui ne connaissent pas Retro News c'est le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, donc ça recense, ils ont numérisé tout un tas de vieux journaux. Et donc on a plein de journaux de la fin du 19e, début 20e, qui sont numérisés et accessibles sur leur site, et donc on peut aller fouiller dedans. Ils m'ont recontacté, ils m'ont dit bah tiens, ça serait bien qu'on refasse des choses ensemble l'année prochaine, 2021, oui. Et on a choisi cette thématique avec les gangs qui sévissaient au début des années 1900, ce qu'on appelait les Apaches. Retro News m'a préparé quelques articles, ils m'ont dit tiens, tu devrais chercher tel mot-clé, tu vas voir, ça va t'orienter un peu sur des pistes. Donc moi je me suis juste renseigné quand même un petit peu, hein, il faut bien, sur les Apaches. Je parle pas des Amérindiens, hein, des natifs d'Amérique, on parle des Apaches, c'est une appellation qu'on va donner à des délinquants au début du XXe siècle. On va découvrir comment la presse en parlait, vous allez le voir, et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes à analyser dans ce phénomène de ce qu'on appelle les Apaches, le gang des Apaches, ou plutôt les gangs des Apaches, puisque à Paris, on regroupe tous les délinquants sous un terme Apache, mais en fait, il y a plusieurs gangs ou bandes qui peuvent s'affronter ou commettre quelques petits larcins. Il n'y a pas de structuration réelle, c'est plutôt un amas de gangs qui vont se former spontanément dans Paris et après dans d'autres villes. Des bandes qui vont détrousser les honnêtes travailleurs, les riches, qui vont entretenir des réseaux de prostitution, qui vont faire de la drogue. En gros, un petit peu ce qui se fait encore aujourd'hui, parfois, et un petit peu ce qui s'est toujours fait, au final. Si je tape Apache Wikipédia, les premières utilisations attestées du terme Apache remontent à 1900, le terme est alors utilisé par le journal Le Matin. Henri Fouquier élabore une première véritable définition du terme Apache dans la presse. Et vu que Retro News, c'est le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, et qu'ils ont numérisé tout un tas de journaux, on va pouvoir, sur Retro News, rechercher le terme Apache. Et on va pouvoir même faire une recherche avancée en lui disant, bah moi je veux le titre de la publication, donc c'est Le Matin 1900, avec livret date. Waouh! On retrouve l'article sans tricher. À travers Paris, le double crime de la Rupia. Monsieur Girard, commissaire de police, recherche activement les assassins d'Antoine Gabriel et de Blandon. À un certain moment, les deux hommes se sont aperçus qu'ils étaient suivis par 5 ou 6 gaillards, ayant toutes des allures de rôdeurs, avec lesquels Gabriel avait eu une discussion quelques instants avant. Puis, ils les ont perdus de vue. Monsieur Girard espère découvrir avant peu les coupables dont il possède aujourd'hui le signalement exact et qui font bien partie, ainsi que nous le disions hier, de la redoutable bande des Apaches de Belleville. Bande qui terrorise depuis près de 6 mois les quartiers de Belleville, Ménilmontant et Charonne. Le point commun entre tous ces gens qui vont vivre un peu en marge de la société, ils sont plutôt jeunes, ils ont tous vraiment entre 15 et 20 ans, ils aiment bien faire la teuf, ils prennent de la drogue, ils vont boire de l'alcool, la plupart n'ont pas beaucoup de thunes, même s'il y a des exceptions, on va y revenir après, et globalement ils vivent d'activités illégales. Il y a aussi un autre truc qui les caractérise, c'est qu'ils rejettent assez fortement la société dans son ensemble, notamment la bourgeoisie et la police. Aujourd'hui, nous voyons de véritables gamins qui tuent pour le plaisir, qui trouvent à verser le sang. Si même les choses continuent à ce train-là, je ne serais pas trop étonné de voir la population ouvrière honnête qui habite les quartiers fréquentés par les Apaches se mettre à faire elle-même la police, un peu à l'aveuglette, et à assommer les rôdeurs. Rendez-vous compte, un peu, le trouble à l'ordre. Là, en gros, il nous dit, c'est des jeunes, et en plus, ils se regroupent, c'est des gangs. Donc c'est plus les beaux meurtriers d'autrefois, hein. Là, c'est de la petite racaille. L'Apache est la plaie de Paris. Plus de 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville. Là derrière, on voit des voyous qui tuent des policiers. Alors les chiffres, vous le savez, il y avait des Marseillais avant l'heure, les gens ils aimaient bien aussi parfois exagérer, donc on n'a pas vraiment de chiffres fiables sur le nombre de délinquants qu'il y avait en même temps et qui participaient comme ça à des activités illégales à Paris et ailleurs, mais en gros on a des estimations entre 30 et 100 000 jeunes qui foutent le dawa à Paris et ailleurs, donc c'est pas un petit phénomène. Considérés comme des marginaux, on les plaçait en marge, mais en même temps, on jouait avec cette image-là. Parce que même aujourd'hui encore, cette image des marginaux, elle peut faire rêver, entre guillemets. On avait déjà parlé ensemble de Jack l'Éventreur. Et on a montré que finalement, Jack l'Éventreur, s'il a réussi à exister, eh ben c'est
grâce ou à cause de la presse, puisque elle s'en est emparée et elle a monté tout ça aussi en épingle, elle a joué avec, parce qu'elle savait que ça allait faire vendre du papier, ça rapportait du bif. Et ben là ça va être un petit peu la même chose avec les Apaches, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une construction médiatique, c'est comme un feuilleton qu'on va lire, et tous les jours il y a des nouveautés, il y a des rebondissements, il y a à la fois une espèce d'aventure littéraire que des gens suivent dans les journaux, et en même temps il y a une réalité très concrète, avec des gens qui se font agresser aussi, et puis une psychose qui est renforcée par les journaux qui vont surexposer ça aussi. Vraiment, les journaux en parlent très régulièrement. Ça fait partie du paysage parisien. C'est le patrimoine de Paris, quoi. C'est comme la Tour Eiffel. Si tu viens à Paris, que t'as vu la Tour Eiffel, mais que t'as pas vu les Apaches, c'est qu'il y a un problème. On a quelques fils de bourgeois qui vont venir se greffer dans des bandes de loupards, parce que pour eux c'est un petit peu le frisson, quoi. Le frisson un peu romantique du bah voilà, c'est pas trop ma classe, il y a aucune raison que moi j'aille faire le gangsta parce que bah, je suis issu d'un bon milieu, etc. Mais je vais y aller quand même parce que y a ce point-là. Il arrive en effet que des jeunes gens ne font que passer par ces rangs, puis, subissant quelques bonnes influences, s'amendent. Le service militaire, encore qu'il ne donne pas tous les résultats moralisateurs qu'on pourrait donner, est une utile diversion pour quelques-uns de ces apprentis du crime. Déjà à l'époque on lui disait on va à l'armée, hein, ça fait du bien, ça les remet un peu dans le droit chemin. Voilà. Bon, ça a 100 ans, hein, vous voyez que les arguments qu'on sort aujourd'hui, un peu les mêmes. Mais hélas, pour un qui est sauvé, combien qui viennent à nouveau se perdre dans cet enfer plein de séductions grossières. Paresse, ivrognerie, débauche sont les 3 mots magiques inscrits sur sa porte. Je crois fermement cependant que la nature humaine n'est pas si mauvaise en soi que le disent les pessimistes, et qu'il n'y aurait pas tant de vocation criminelle sans un double phénomène social et pathologique qu'on peut espérer voir s'atténuer un jour, disparaître peut-être. Alors ça c'est intéressant parce que il y a le mot social, et il apparaît pas si souvent que ça, donc c'est quand même pas mal. Le mouvement des Apaches et de ces gangs, c'est aussi un refus de la société industrialisée, ultra industrialisée comme elle est à l'époque. On a beaucoup de travailleurs qui travaillent dans des usines, qui sont totalement formatés, qui doivent se conformer à des règles de travail extrêmement strictes. Ces travailleurs, c'est que des petits rouages dans des énormes machines, et des rouages en plus qu'on peut remplacer facilement s'ils cassent, si vous voyez ce que je veux dire. D'une certaine manière, il y a une partie des Apaches qui se place en opposition avec ça, vont essayer de revendiquer une certaine individualité et de se dire mais moi j'existe en fait, je suis quelqu'un, je fais mes propres choix et j'ai pas envie de travailler, moi ce que je veux c'est voilà, c'est vivre et faire ce que j'ai envie de faire. Ça c'est un peu une image contestataire et même je dirais un peu anarpunk qu'on peut retrouver, qui a été justifié chez certains Apaches, mais ça fait aussi partie d'une certaine image romantique qu'on peut avoir de certains membres de ces gangs-là. Si invraisemblable que cela puisse paraître, ces bandes se soumettent même souvent à des lois spéciales. Nos Apaches savent que toute société bien organisée doit avoir ses statuts. Là, on va avoir carrément les règles de ce gang. Tout Apache qui serait trouvé en défaut, c'est-à-dire s'il rencontrait un ami en danger et qu'il ne lui porterait pas secours, serait planté le jour même comme un dégoûtant. Peut-être pas tes potes, et bah on te met un coup de surin. Bien fait pour toi. Lorsqu'un Apache trouvera le travail exagéré pour le faire seul, il devra en référer au président qui désignera un groupe de sociétaires capables de faire ce travail. Donc ils ont quand même le petit côté organisé de l'usine. Tout Apache rencontrant un ami fauché et étant argenté lui-même doit le rafraîchir sans hésiter. Faut pas être radin avec les potes qui sont dans le besoin, surtout quand ils ont besoin de picole. Tout Apache qui ne se conformera pas aux articles ci-dessus sera exclu de la société sans préjudice des coups qu'il pourra prendre selon le fait qu'il a commis. En gros, on peut le défoncer, il viendra pas se plaindre. Il y a ce côté effectivement social, où les types se retrouvent entre eux, et il y a un code qu'il faut pouvoir respecter, et il faut s'entraider. Bah c'est plutôt intéressant de voir cette mixité, les différentes approches, et tout ce qu'on peut regrouper sous l'appellation Apache. L'Apache parisien est un bandit sociable, qui répugne à la solitude. Il estime au contraire que l'union fait la force, et il s'écrit volontiers « Vive l'anarchie !» Et c'est moins par conviction que pour embêter la police. Car en fait, l'Apache se montre partisan d'une étroite constitution sociale. Il s'embrigade de gaieté de cœur dans des bandes parfaitement ordonnées et soumises à la volonté d'un chef. Chacune de ces bandes a son nom, sa firme, pourrait-on dire, et même sa marque distinctive, constituée le plus souvent par un tatouage spécial que portent les affiliés. En gros, les gars, c'est des yakuza, quoi. Ils se font un petit tatouage pour se reconnaître. Elle a même parfois son siège social qui affiche un titre caractéristique, un titre joyeux, rappelant les plaisirs pris en commun. Le casino de Ménilmontant, la cagnotte de Belleville, le cursal des Aminches, les menus plaisirs de Charonne. La police parvint, l'an dernier, à mettre la main sur une de ces bandes, le club des poteaux
château du Père-Lachaise. Ce club tenait des assises dans le grand cimetière parisien sous la présidence d'un jeune Apache de 20 ans, Andeline Chrétien, dite la Vénus de Popincourt. Comme quoi les Apaches ne sont pas ennemis du féminisme et de l'égalité des sexes. Voilà. Alors là, pour le coup, on nous dit que c'est une femme qui dirige le gang. Il y avait des femmes, mais leur place est assez ambiguë. Disons que une des icônes, des figures des Apaches, c'était une prostituée qui s'appelle, qu'on a surnommée Casque d'Or, et en gros qui a eu une vie un petit peu triste. Maintenant, les femmes se battaient pas forcément dans la rue, il y en a eu, hein, mais la plupart du temps, un membre de gang avait une relation avec une femme, il pouvait y avoir de l'amour et tout, ça y a pas de problème, mais souvent, ça passait quand même par de l'exploitation, en mettant la femme sur le trottoir, et en récupérant les thunes qu'elle générait par son activité pour s'enjailler et vivre sa vie comme ça de YOLO. En 1902, donc c'est là vraiment que ça va prendre énormément d'ampleur, on a Casque d'Or, une prostituée. Alors elle va tomber amoureuse d'un gars qui s'appelle Manda, qui est chef d'une bande de loupards. Elle va rencontrer un autre type, Leka, qui pour le coup est dans un autre gang. Et il va se passer pas mal de trucs puisque ils vont se fighter un certain nombre de fois dans la capitale. Il va même y avoir un gros affrontement à un moment donné. Paris, 31 janvier 1902. Vous vous rappelez l'extraordinaire fait divers que nous lûmes ces jours-ci? Il s'agissait de la rivalité de deux bandes de souteneurs. L'objet de la querelle était, paraît-il, une fille de bas étage à qui ses beaux cheveux ont valu le surnom de Casque d'Or. Une fille de bas étage, punaise. Bah, les gars, ils s'en foutent, hein, de toute façon. Alors, on l'avait vu dans l'épisode généalogie, ils ont vraiment des tons genre ultra condescendants, c'est news, quoi. C'est minable! Les parallèles qui sont faits avec l'époque qu'on retrouve parfois aujourd'hui, on retrouve les mêmes formules, finalement, même si c'est pas la même écriture, même si c'est pas le même phrasé, on retrouve un peu les mêmes trucs. Je trouve assez intéressant de voir que les ficelles, elles sont pas nouvelles au final. Tout le monde connaît les circonstances des bagarres sanglantes qui se sont déroulées naguère dans le quartier de Belleville à Paris et dont les principaux héros étaient Manda et Leka, les deux amants rivaux d'une horizontale de bas étage poétiquement appelée Casque d'Or. Allez, tiens, bim, prends ça Casque d'Or. Encore une petite remarque dans la tronche, c'est gratuit. Alors, Leka s'en est beaucoup plus pris dans la tronche que Manda. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est lui qui s'est fait poignarder un nombre incalculable de fois, il s'est pris des balles, voilà, bon, il est pas mort. Et à chaque fois, on lui disait, bah vas-y, dis-nous, c'est qui t'a chlassé, quoi? C'est qui t'a mis un coup de couteau? Et lui, en fait, il a jamais voulu lâcher le morceau, au départ. Parce qu'il y avait une espèce de code et tout, qui, voilà, c'était pas une balance, quoi. C'est à cette circonstance qu'il doit d'avoir perdu haleine dans sa fuite, parce qu'il s'est pris une balle dans le buffet, comme on dit. L'on s'attendait à voir rentrer au banc des accusés trois pittoresques garnements en pourpoint. Je veux dire, en bourgeron troué au coude, avec des pantalons tombant sur les souliers éculés, et des yeux fulgurants sous des tignasses embroussaillées, des pauvres quoi. Le geste hardi, le verbe canaille, et ce sont des garçons décemment vêtus, adroits dans leur défense, qui viennent faire assaut de courtoisie avec le président de leur interrogatoire. Oui, quelle déception. La plupart des Apaches dans ces gangs, ils aimaient bien se fringuer. Ça c'est important pour eux, notamment au niveau des chaussures, fallait que leur groll soit toujours nickel, ok? Parce que on a des gangsters dans la classe. À l'issue du procès, Leka et Manda, ils vont être condamnés au bagne, donc ils vont partir en Guyane. Le bagne c'est pas ouf, hein, clairement. Leka il s'échappe en 1916 du bagne et il est jamais retrouvé. Et Manda il va être libéré en 1922, mais il va rester en Guyane et il va mourir là-bas. On va chercher Apache, mais on va étendre un petit peu le terme entre 1900 et 1910. Paris, c'est là où il y a eu le plus de monde au départ, c'est là que ça a commencé vraiment, mais ça s'est étendu rapidement dans d'autres villes. Et au final, est-ce que ça s'est étendu ou est-ce que ces gens, au final, ils avaient toujours été là, mais d'un seul coup, on s'est mis à les appeler les Apaches. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des bandes, il y a toujours eu des gangs, il y a toujours eu des malfaiteurs. Maintenant, la nouveauté à partir de cette affaire-là, notamment en 1902, le synonyme finalement de gangsta, de voyou, de délinquant, ça va être Apache. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'Apaches et que c'est un phénomène hors de contrôle, etc. Parce que finalement, on met un nom dessus. Ces bandes sont pour la capitale un danger permanent contre lesquels nous sommes très insuffisamment défendus. Périodiquement, des rafles sont faites pour épurer Paris. Savez-vous à combien s'élève alors le chiffre des arrestations? Il est de 300 à 450 par jour. C'est énorme, mais rassurez-vous,
on ne maintient guère qu'un cinquième de ces arrestations. Le reste, après une nuit au dépôt, est remis dans la circulation. Seuls sont conservés au dépôt, outre les vagabonds proprement dit, ceux qu'on a pris en flagrant délit de vol ou de tentative de meurtre. Or cela, qu'en fait-on? Eh bien, au lieu des travaux forcés qu'ils méritaient, nous ne sommes pas peu surpris de voir ces bandits s'en tirer le plus souvent avec quelques mois, tout au plus quelques années de prison, et cela grâce à la traditionnelle mansiétude des magistrats du parquet. Les Apaches ne se voient ainsi frappés que de condamnations bénignes. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Aujourd'hui, on dit pareil. Hein. Aujourd'hui, c'est bah oui, mais bon, les jeunes, ils vont dealer de la drogue, ils font des trucs et rien. On les prend, on les fout au comico, finalement, personne n'est condamné, ils sont rejetés dans la rue, et ils reviennent 2 semaines après, et voilà, on sert à rien. Bon, c'est les discours qu'on entend tout le temps aujourd'hui. Bah, regardez, ça date de 1904, c'est exactement la même chose. La raison de l'indulgence inouïe dont bénéficient les Apaches est une raison d'économie. La relégation coûte cher, et s'il fallait l'appliquer à tous ceux qui la méritent, le budget n'y suffirait pas. Il n'y a pas de place dans les prisons, on n'a pas les thunes pour aller poursuivre ces gens-là. C'est hyper actuel, en fait, comme c'est étonnant. Donc là, on reproche vraiment, dès 1904, à la justice de pas faire son boulot. Comment on traite les Apaches en France? On les instruit. Voilà, c'est mal de les instruire et de leur mettre des bouquins. Ce qu'il faut, c'est une bonne guillotine. Voilà. Paris, décidément, n'appartient de plus en plus qu'aux Apaches, malgré les efforts de la préfecture. Les bandes de vauriens et de paresseux se cantonnaient dans les quartiers excentriques et se contentaient de terroriser la banlieue. Peu à peu, jouissant de l'impunité, elles sont descendues vers le centre. Les voici à présent au cœur de la grande cité. Et bientôt, nos grands boulevards ne seront pas plus sûrs que la région des fortifs. Les fortifs, c'est une espèce de zone, hein, de banlieue, de bidonville. Les anciennes fortifications, construites sous la monarchie du Juillet pour se défendre contre l'envahisseur. Bon, c'est là qu'il y a beaucoup de trafics qui se font, il y a beaucoup de bandes qui sont issus des fortifs de ce qu'on appelle la zone. Il ne se passe pas un jour sans qu'on signale dans le quartier Notre-Dame, rue Saint-Martin, faubourg Montmartre principalement, quelques nouveaux exploits de ces chevaliers du Surin. Les chevaliers du Surin. Une dizaine de malandrins s'étaient partagés en 2 camps et avaient engagé une lutte à coups de couteau. 8 agents, appelés par les passants, épouvantés, tentèrent de séparer les combattants. Mais il advint alors ce qui se passe toujours en pareil cas. À la vue des gardiens de la paix, les rôdeurs, réconciliés comme par enchantement, tournèrent leur fureur contre les nouveaux venus et les attaquèrent d'un commun accord. Or, la consigne de nos braves agents les met, vis-à-vis des bandits de la rue, dans une déplorable infériorité. Les agents ne doivent se servir de leurs armes qu'à la dernière extrémité. Et encore, n'osent-ils pas souvent le faire de peur d'entendre le lendemain hurler la presse socialiste et les députés d'extrême gauche, ennemis de toute autorité. Franchement, les gars, c'est écrit en 2020 quoi, honnêtement. Nos agents ont des revolvers qui restent muets et des sabres baïonnettes qui demeurent au fourreau. Tant pis pour eux s'ils sont tués ou estropiés pour le restant de leur jour. On voit aussi dans les journaux que va émerger cette tendance à comparer avec l'étranger, à comparer aux autres. Regardez, à l'étranger, on les fouette. Quand on chope des Apaches qui volent, qui tabassent, qui agressent, eh bien on les châtie. Et si on les met pas à mort, au moins on les fouette. Alors on devrait faire pareil en France, parce que voilà, il n'y a pas de raison peut-être qu'ils comprendraient. Voilà le message qui est poussé finalement par le Petit Journal et par tout un tas d'autres journaux à cette époque, qu'on fouette les Apaches, de notre correspondant de Londres. Existe-t-il des Apaches à Londres? Les Apaches à Londres n'existent pas. Telle fut la première déclaration que me fit Sir Howard. Nous avons eu, il y a quelques années, ce qu'on appelle des hooligans. Mais ceux-ci ne furent jamais comparables à vos Apaches. Les hooligans, qui sont en très petit nombre aujourd'hui, sont généralement des ouvriers ou des jeunes gens désœuvrés qui ne commettent que des méfaits sans gravité. Mais de temps à autre, des crimes sont commis. Oui, mais pas par les hooligans. Mais enfin, quel serait à votre avis le meilleur moyen de débarrasser Paris de ces Apaches? Dans quel cas appliquez-vous le régime du fouet en Angleterre, dans le cas du vol avec violence? Eh bien, voilà le cas qui précisément se présente le plus fréquemment chez les Apaches. Ils vous assomment et vous dévalisent ensuite. L'individu qui se trouve dans ce cas est passible, d'après la loi anglaise, de 2 ans de travaux forcés et d'un certain nombre de coups de fouet, nombre qui est fixé par le juge. Le fouet donne-t-il des résultats appréciables? Le remède est souverain, l'individu qui a reçu le fouet ne se présente presque jamais une seconde fois devant la justice. Je quittais Sir Howard Vincent avec la conviction que, pour le moment, le moyen de délivrer Paris des Apaches serait peut-être de leur appliquer, au cours de leur séjour en prison, de vigoureux coups de fouet. Bon, les positions ne sont pas autant tranchées, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de journaux qui se posent cette question et se dire, bon bah qu'est-ce qu'on fait avec les Apaches quoi, et quelle punition, quel châtiment il faut qu'on leur réserve pour qu'ils arrêtent. On a cette question qui revient tout le temps, là on a le journal L'Éclair en 1908, vous voyez qu'il y a un titre de rubrique, c'est « Faut-il fouetter les Apaches ?»
Non, dit Monsieur Rollet, directeur d'un patronage, il vaut mieux mettre en cellule les Apaches actuels et empêcher le recrutement des futurs Apaches. Ce problème Apache, il va disparaître, entre guillemets, avec la Première Guerre mondiale. Où sont nos Apaches? Le journal, 24 novembre 1914, on est 4 ans plus tard. Où sont nos Apaches? On n'en entend plus parler dans les journaux. Mais si nos Apaches ont cessé de faire parler d'eux, est-ce donc qu'ils ont disparu? Sans doute la mobilisation en a envoyé un grand nombre sous le drapeau. Pourtant l'explication ne suffit pas. L'Apache était devenu de plus en plus précoce. Et c'était à l'âge moyen de 18 ans qu'il atteignait son maximum de rendement. Cet adolescent qui n'avait que la maturité du crime, l'armée ne l'a pas encore pris. Qu'est-il devenu? Blablabla, bliblablou. Le gars, il faut qu'il remplisse sa page. En gros, il dit, c'est la guerre. Les Apaches, globalement, c'était des jeunes. Donc, soit ils sont partis à la guerre et ils sont sur le front, et là, on les entend plus. Parce que, de toute façon, ils ont pas le temps, et s'ils font de la merde, voilà. Soit, puisque on est en état de guerre, la justice est enfin plus forte, et donc on peut plus durement les sanctionner, et donc il y en a moins, parce qu'ils osent moins faire les malins. Et donc, on se retrouve encore dans cette rhétorique-là, avec même le journaliste qui dit, j'espère vraiment que quand on retrouvera la paix, on continuera à être aussi sévère avec eux. Finalement, de par cette image parfois un petit peu romantique au début des années 1900 qui s'est dégagée autour des Apaches, on a des jeunes de tous les milieux qui vont, le temps de quelques escarmouches, intégrer cette mouvance des Apaches. Ils vont se rebeller un petit peu contre l'autorité, ils vont faire leur petite crise d'adolescence, et puis après ils vont rentrer dans le rang, et puis ils vont aller travailler, avoir un job honnête, comme on dit à l'époque, devenir d'honnêtes travailleurs. C'est un peu ça aussi finalement, les Apaches. C'est-à-dire que c'est à la fois du crime organisé qu'un espèce de rite de passage avec une petite rébellion adolescente, c'est plein de choses à la fois, c'est complexe, c'est hyper passionnant, on peut vraiment faire des analyses sociales très profondes. Mine de rien, tous les discours qu'on a pu lire dans ces articles de presse, on les retrouve aujourd'hui, quoi. Les choses n'ont pas vraiment évolué, il y a toujours des problématiques qui restent. C'est assez étonnant de voir comme certains sujets sont intemporels et reviennent, comme il peut y avoir des arguments qui sont usés et réusés jusqu'à la corde. Moi, ça me fascine. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Retro News et vous amuser à en savoir un petit peu plus, ou aller vous renseigner sur les Apaches. On va vous proposer de pouvoir avoir accès à des essais Retro News. Ça sera gratuit pendant une durée limitée, comme ça vous pourrez tester un petit peu. Sur ce, je vous embrasse, à très bientôt, bonne soirée, salut.